téléspectateurs et auditeurs de la radio et la télévision centrafricaine, nous sommes heureux de vous retrouver dans la grille des émissions de ces deux chaînes stations nationales. Nous poursuivons toujours le fil normal de cet exercice démocratique qui offre l'opportunité à chaque membre du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, de dresser le bilan à mi-parcours conformément au 3e anniversaire du second quinquennat de l'accession à la magistrature suprême de l'État de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Pour cette nouvelle édition, nous recevons sur ce double plateau de la radio et la télévision nationale le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, en l'occurrence, M. Bruno Yapandé, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Bonjour. Nous serons naturellement deux pour nous entretenir avec le membre du gouvernement. Estelle Karine Mazumoko, je suis journaliste à la direction des informations à la radio Centrafrique. Et moi-même, bienvenue Bissayo, présentateur sur cette chaîne de l'unité nationale. Je fais également office de directeur des informations sur cette même chaîne. Monsieur le ministre, le décor est planté. La première question est de savoir quelle est à ce jour la situation de l'administration du territoire, l'administration de façon générale du territoire au lendemain du découpage administratif. Je vous remercie de cette opportunité que vous m'accordez en cette occasion tout à fait spéciale qui met le cap sur l'entroi du président de la République, chef de l'État. Et il est de mon devoir de vous remercier très sincèrement de l'occasion que vous m'offrez afin d'être en face de notre public pour dresser le tableau des activités du département de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. Vous êtes d'accord avec moi que ce ministère est passé à plusieurs étapes. Au point de vue croissance à tous les niveaux, croissance au niveau administratif, croissance au niveau technique, au niveau organisationnel, jusqu'à toucher un niveau de performance que nous avons eu l'occasion d'apprécier. Et vous savez que le ministère de l'administration du territoire, qui depuis belle lurette ne faisait que l'objet d'une administration tout à fait simple, tout à fait ordinaire, qui intègre même un peu de laxisme, est devenu aujourd'hui un ministère tout à fait opérationnel. Un ministère au service de sa population, un ministère qui a vocation d'offrir les conditions optimales d'une vie durable, d'une vie meilleure de tous les Centrafricains. Et donc, avec ce que vous citez comme découpage territorial, ça c'est un des grands défis que nous avons engagés, à savoir l'augmentation du nombre des préfectures, l'augmentation du nombre des sous-préfectures et la création des gouvernorats. Donc nous l'avons fait sur la base des textes normatifs que nous avons mis au point, en commençant par les lois et également les textes d'application. Aujourd'hui, nous disposons de 20 préfectures, de 85 sous-préfectures et de 177 sous-préfectures. Alors c'est un engagement tout à fait innovant de la part de mon département, un grand défi que nous relevons en la matière, et nous sommes tenus à participer de manière efficiente à la décentralisation et à la déconcentration de notre administration, de la vie socio-économique de notre pays. Et à travers cela, nous allons faciliter ce que nous appelons la coopération décentralisée, donner la possibilité à nos différentes collectivités locales, à nos préfectures, de coopérer avec d'autres institutions, avec d'autres partenaires de manière directe ou indirecte, sans toutefois passer par la centralité du pouvoir. Et donc, ça permettra à nos collectivités locales de faciliter les liens de jumelage, les liens de coopération, de développement croisés
pour permettre à nos populations de vivre vraiment en pleine quiétude. Voilà un peu ce que je peux vous dresser brièvement en ce qui concerne la situation de mon département après le découpage. Mais j'ajoute aussi, si vous me le permettez, que c'est une première aussi pour mon département de passer d'une structure légère, moyenne aujourd'hui à une structure élargie. C'est-à-dire nous disposons désormais d'une répartition efficiente des services techniques et administratifs appropriés pour aider le chef, moi qui suis le leader du département, à veiller sur la lettre de mission du Premier ministre, à veiller sur l'éclairage de la vision du président de la République, chef de l'État. Monsieur le ministre, le découpage territorial de la République centrafricaine étant fait, et maintenant, où en sommes-nous avec le programme de décentralisation? Le programme de la décentralisation fait bien son chemin. Vous savez, c'est une première pour la République centrafricaine d'aborder ce poids lourd qui est la décentralisation, qui impose d'ailleurs beaucoup de perspicacité, beaucoup d'efforts, d'efforts au niveau conceptuel, au niveau technique, au niveau opérationnel. C'est la première fois que la République centrafricaine abrite le programme de décentralisation et du développement local. Et à la lumière de ça, nous avons pris appui sur l'expérience de beaucoup de pays. Je peux citer ça et là, le Cameroun, le Maroc, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, qui sont passés par là, qui ont réussi à mettre au point de vastes programmes de décentralisation et du développement local. À l'heure actuelle, nous sommes en train de préparer une grande cérémonie de remise du document de programme, un document stratégique en matière de décentralisation et du développement local. Et cette cérémonie sera présidée par le président de la République. Vous voyez un peu la taille de l'événement. Et au vu de cela, nous avons préparé, mis au point également un plan d'action opérationnel qui permettra à ce programme-là de se mettre en place. Vous voyez, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits jusque-là. Quand je dis au niveau conceptuel, c'est au niveau d'élaboration des textes. Au niveau opérationnel, nous avons déjà commencé à planter les premiers jalons de la mise en œuvre de ce programme de décentralisation, et nous disposons déjà de tout l'arsenal possible nous permettant d'ici là, après les élections locales, de faire lancer en République centrafricaine véritablement le programme de décentralisation et de développement local, avec des maires bien sûr élus, les maires qui auront une lourde responsabilité désormais de veiller de manière optimale au bon fonctionnement des collectivités locales, à l'organisation de leurs différentes localités, et évidemment avec la présence des conseillers régionaux. Il y aura un conseil des conseillers régionaux qui sera mis en place aussi pour y veiller. Donc tout un mécanisme administratif et technique sera mis en œuvre, voire même politique, pour que notre pays ait la main vraiment très sûre sur le fonctionnement de notre territoire, de nos collectivités locales. Monsieur le ministre, abordant à présent les questions qui touchent essentiellement aux défis, c'est vraiment pertinemment que toute mission aussi exaltante que vous êtes assignée par les plus hautes autorités ne peut échapper à des défis. Alors, depuis que vous êtes à la tête de ce département, quels sont les défis majeurs auxquels vous avez fait face dans l'accomplissement de la mission qui vous est assignée par les plus hautes autorités de la République? Bon, je vois, nous avons toute une panoplie de défis à relever en ce qui concerne notre département, qui, je le disais tantôt, est passé d'un département purement administratif à un département opérationnel, un département productif, s'il faut le dire. Et donc, le défi actuel, c'est de faciliter
la restauration de l'autorité de l'État, ça c'est au niveau administratif. Quand vous allez maintenant dans l'arrière-pays, toutes les autorités locales, sauf quelques exceptions, sont en place. Tout le monde est là, les préfets, sous-préfets, etc., les maires, tout le monde est en place, tout fonctionne bien. Et quand vous voyez au niveau technique, nous sommes en phase d'élaborer plusieurs projets que nous avons déjà mis au point, négocier même le partenariat. Quand vous jetez un regard sur le sous-secteur de l'état civil, vous savez que beaucoup d'efforts ont été faits à ce niveau, au niveau de la conception des textes, au niveau opérationnel. Nous sommes en train de numériser, intégrer l'état civil dans le cadre de la digitalisation et faire disposer aux Centrafricains la possibilité d'avoir les actes civils sans toutefois avoir à l'idée que d'ici demain ça va se perdre, parce que tout va se loger dans un serveur, dans un système vraiment moderne et qui évitera désormais aux Centrafricains de vivre les cas de perte que nous avons connus pendant les événements. Et nous sommes en train de redynamiser le sous-secteur de la protection civile. Vous savez que ce sous-secteur jusque-là n'a pas été bien compris en ce qui concerne le rôle, en ce qui concerne l'importance, l'apport, combien important que ça peut amener au pays. Nous sommes en train de redorer le blason de ce sous-secteur avec le renforcement des capacités des professionnels de ce secteur, la recherche de financement, la création des infrastructures qu'il faut, infrastructures adéquates, et puis le renforcement d'un partenariat agissant avec certains pays en bilatéral et même en multilatéral. Nous avons aussi le secrétariat général chargé de la gestion des frontières que nous sommes aussi en train de redynamiser. On a mis en place toutes les structures, en commençant par la commission nationale et également le secrétariat général avec tous les cadres techniques qu'il faut et qui fonctionnent. La fois dernière, certains Centrafricains se posent un certain nombre de questions en ce qui concerne les problèmes au niveau de Béloko, au niveau de nos frontières. Ce n'est plus le mode opératoire violent qu'on utilise, à savoir utiliser les forces de défense pour aller se mettre en face de ceux de l'autre côté, régler les problèmes par voie moyen de force. Maintenant, c'est par voie technique, par voie intellectuelle, c'est par des échanges, c'est par voie de la maîtrise et de l'utilisation des textes que nous signons avec certains pays amis frontaliers à la République centrafricaine. Et on a pu régler le problème de la frontière avec le Cameroun avec cela. Cette année se tiendra ici, à Bangui, une autre session du comité ad hoc chargé de la gestion des frontières, et les choses évoluent vraiment de manière positive. C'est ce que nous saluons tous. Au niveau de la décentralisation, j'en ai parlé tout à l'heure. Au niveau du développement local, pourquoi parler de développement local? Parce que nous avons compris que tout développement passe par la gouvernance locale, passe par les collectivités locales. Et il faut qu'il y ait transfert des compétences, transfert de la technologie, et que tout ne doit pas être centralisé seulement au niveau de Bangui. Et nous avons réfléchi sur un plan opérationnel visant à mettre les moyens, à mettre les compétences à la disposition de nos populations de l'arrière-pays afin de s'inspirer un peu de l'exemple de ceux d'ailleurs pour participer à un véritable développement du pays. Le Centrafricain, dans l'arrière-pays, peut-être à Kagabando, à Bosangwa, à Birao, etc., doit savoir comment gérer l'agriculture, comment gérer l'élevage, comment faire le commerce, comment mobiliser les ressources pour le développement de sa localité, comment faire de l'économie. Et donc ça, c'est des choses que nous portons à la connaissance de nos populations de l'arrière-pays. Vous savez que le développement, c'est un tout cohérent. Ce n'est pas seulement à sens unique.
Donc ça doit être participatif. Et le développement participatif et endogène impose à ce que un programme général de développement local soit mis en place. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en partenariat avec les secteurs techniques. Donc voilà un peu les défis que nous sommes en train de relever au niveau de notre département. Monsieur le ministre, une autre question, cette fois-ci qui concerne les élections locales qui ont été reportées à plusieurs reprises en République centrafricaine. Alors, cette fois-ci, confirmez-vous la prochaine date, c'est-à-dire celle du mois d'octobre 2024, pour la tenue de ces dernières? Vous savez que, pour répondre à cette question, vous savez que c'est depuis au moins 4 décennies que les élections locales ne sont jamais tenues dans le pays. Je ne parlerai pas des élections locales, mais plutôt des élections municipales. Là, la tendance actuelle, c'est vers des élections locales. Là, c'est plus élevé que les élections municipales. 4 décennies. Et là, nous sommes en train de mobiliser toutes les synergies, tous les moyens nécessaires pour que cela se tienne. Il faut que les conditions soient réunies, il faut qu'une sensibilisation, qu'une politique de mise à disposition de la population d'informations nécessaires à la maîtrise de ce que nous appelons les élections locales soit faite. Et donc un travail est en train de faire, la date a été déjà annoncée, d'ici octobre, c'est de manière formelle. Vous savez, en tant que démocrate, le président de la République, chef de l'État, fait de cela son cheval de bataille. Il veut absolument donner la parole à la population, mettre en place les autorités légalement établies, des autorités élues. Et c'est pourquoi il tient absolument, quoi qu'il en soit, que nous ayons les moyens de la part de partenaires ou pas, nous allons tenir les élections locales. Ça, c'est un défi, une bataille que nous sommes appelés à faire pour que ces élections locales se tiennent à bonne date. Donc, toutes les conditions sont remplies déjà. Nous tenons déjà les réunions préparatoires avec la mise en place du comité stratégique dirigé par le Premier ministre, dont moi-même je suis le vice-président. Et à travers ce comité, nous avons tous les partenaires qui sont là. Tout se prépare bien. Et donc, soyez rassurés que ce défi sera relevé et que les élections locales auront bien lieu au mois d'octobre prochain. Alors, vous rassurez le public centrafricain pour cette date qui est ténable pour ces élections, combien importantes pour le relèvement de la République centrafricaine. Excellence, nous poursuivons donc le fil normal de cet entretien avec vous. Force est de constater que plusieurs cadres et agents de l'État affectés dans les villes des provinces, malheureusement, ne prennent pas service, mais continuent d'émarger indûment sur le budget de l'État. Quelles sont les solutions drastiques ou idoines que vous allez envisager au sein du département où vous avez la charge pour barrer systématiquement la route à ces phénomènes? Cela est tout à fait juste, vous comprenez les réalités du pays, le comportement des uns et des autres, des Centrafricains qui jusque-là méritent à ce que leur conscience soit mise en éveil, ou alors une formation de la conscience centrafricaine pour que le Centrafricain devienne comme les autres. Nous avons pris beaucoup de retard avec la bureaucratie, avec les anciennes méthodes, les méthodes que je qualifierais d'archaïques, aller juste faire acte de présence à son bureau, revenir, on vous affecte, vous ne regagnez pas votre bureau, votre lieu d'affectation, vous tournez en rond ici à Bangui, à la fin du mois, vous êtes les premiers à vous présenter devant les banques pour demander de l'argent. Le président de la République dit que trop c'est trop, nous arrêtons tout cela, nous devons opter pour un nouveau paradigme. Et ceci étant, vous avez constaté ces derniers temps une vaste mission de la fonction publique des finances et également de l'administration du territoire dans l'arrière-pays, pour voir de visu ceux qui sont là présents à leur poste. Alors, vous avez constaté que les résultats de ce travail fait a été vraiment probants.
Il y a eu beaucoup de fonctionnaires fantômes. Ceux qui n'ont pas regagné leur poste d'affectation ont été mis de côté, les salaires suspendus, etc. Et ça a mis tout le monde au travail. Et nous le ferons toujours. Et dans nos lettres de mission, il est question de mettre aussi à la disposition de chaque département des lettres d'évaluation. Il faut un audit. Il faut un audit de performance. Performance, et aussi, outre les audits financiers et autres, mais il faut que chaque fonctionnaire ait la véritable capacité de servir sa nation. Ne pas être fonctionnaire pour le plaisir, ça c'est passé, c'est du passé, mais quand vous êtes un cadre de l'État affecté, vous devez démontrer que le pays n'a pas dépensé pour rien, pour ta formation, pour tes salaires, ta prise en charge, mais le pays a besoin de toi, de ce que tu dois produire comme résultat. Et donc nous y veillons. J'ai instruit tous les préfets, tous les sous-préfets, de manière à veiller à ce que les fonctionnaires soient à leur poste et que les fonctionnaires aussi arrivent à produire les meilleurs résultats qu'il faut au point de vue professionnel et au vu de la mission que chacun de leurs départements, chacun de leurs ministres leur a donnée. Monsieur le ministre, parlons maintenant de l'opération Kwatchikotro, lancée et soutenue par le président de la République, chef de l'État, afin de permettre de mettre de la propreté au niveau de la capitale Bangui et dans les villes environnantes. Mais force est de constater que ce n'est pas tout à fait l'engouement, ce n'est pas encore ça étant que tel. Alors déjà, quel bilan à mi-parcours faites-vous de cet exercice? Quel est vraiment l'impact à ce jour, alors que nous sachons qu'il y a encore un bon nombre de la population qui ne s'intéresse pas beaucoup à cet exercice? Bon, je n'ai pas de bilan exhaustif à faire, mais les faits sont parlants, les faits sont visibles. C'est l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État de m'avoir confié cette lourde responsabilité, à savoir la coordination intersectorielle de l'opération Kwatchikotro. Vous savez, quand une chose voit le jour, se naît, il faut du temps pour que ça mûrisse. Et l'initiative prise par le chef de l'État ne se retrouve pas seulement ici en République centrafricaine. Quand vous jetez un regard sur certains pays qui ont atteint un niveau appréciable de développement aujourd'hui, je cite notamment l'Égypte, la Corée du Sud, j'ai été moi-même là-bas, au Maroc, etc. La Corée du Sud n'est pas un pays qui s'est développé sur la base de ses ressources minières ou ressources naturelles. Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de diamants, d'or, etc. Mais ils ont fait un parcours comme nous. Un pays pauvre qui s'est mobilisé, qui a su transformer sa conscience, sa manière de faire, sa manière de réfléchir, et qui est rentré dans le cadre d'une véritable pratique de l'ingéniosité, de créativité et de bonnes initiatives de développement. Vous constaterez qu'aujourd'hui, la Corée du Sud fait partie des 7 pays, des 14 pays, si j'ose le dire, les plus riches du monde, parce que la Corée s'est mise au travail. Des mesures fortes ont été prises pour que chacun se mette au travail. Et le bilan actuellement, ce n'est pas un bilan mitigé, mais un bilan plutôt positif parce que le Centrafricain commence à comprendre. Vous constaterez aujourd'hui, à l'heure de Kwatchikotro de samedi, les gens de manière délibérée, sciemment, ferment leurs boutiques, ferment le marché, essaient de nettoyer. Et vous constaterez aussi, il y a des associations qui se créent, qui se naissent sur la base de Kwatchikotro, et cette poussée de Kwatchikotro ne fait que monter en puissance. Et donc, nous y veillons pour qu'il n'y ait pas relâchement. Donc, Kwatchikotro, vous savez bien que c'est une initiative véritablement citoyenne.
Si les Centrafricains ne s'organisent pas, si les Centrafricains ne se mobilisent pas, ne nettoient pas autour d'eux, ne mènent pas de lutte dans tous les sens en faveur de l'environnement, en faveur de la santé publique, en faveur de l'amélioration de la condition de leur vie, mais nous sommes partis pour échouer. Et donc le chef de l'État a compris qu'il y a lieu à ce que Kwasi Koro soit son cheval de bataille en faveur du développement de notre pays, la République centrafricaine. Je reviens de l'arrière-pays, vous m'avez interviewé à chaud pendant une des activités. En tout cas, il y a eu une émulation tout à fait visible de la part des populations de l'arrière-pays, eu un engagement pour le Kwasi Koro et c'est en train de faire surface et nous y veillons, nous travaillons d'arrache-pied à ce qu'une prise de conscience générale soit effective sur l'ensemble du territoire national, que le pays, que notre pays, la République centrafricaine, soit un pays propre, un pays fréquentable, un pays vivable à travers le Kwasi Koro. Donc voilà ce que je peux en dire, mais on peut relever ça et là quelques médiocrités de comportement de la part de certains Centrafricains qui ne comprennent pas encore la nécessité de la mise en place de ce concept, de cette initiative. Mais au fur et à mesure, les choses vont se faire. Nous continuons à travailler pour ça, à sensibiliser, à informer la population de manière à porter en eux le Kwasi Koro de manière volontariste. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire de cela. Nous avons mis un certain nombre de moyens à la disposition des structures d'appui au Kwasi Koro. Demain, ça sera la mise en place d'une brigade. D'une brigade, il faut un peu la coercition, il faut un peu la contrainte. C'est ce que les autres pays ont fait. Hein. Ça ne sera pas seulement ici chez nous. Vous savez qu'il y a des usagers indélicats, des lieux publics. Vous leur parlez aujourd'hui, ils font semblant de vous écouter. Demain, ils changent. J'étais passé un jour devant Combattant, le marché Combattant. Il y a des gens qui ont étalé leurs marchandises à même le sol, et sur la chaussée même de l'avenue que nous venons à peine de construire. Dès qu'ils ont vu mon véhicule, alors ils ont couru dans tous les sens pour libérer la voie et après moi, ils sont revenus. Vous voyez? Et donc, il faut que cela soit accompagné par cette brigade de répression pour mettre tout le monde au pas. Effectivement, Monsieur le ministre, la loi, avant qu'elle soit répressive, elle est d'abord éducative. Mais nous avons dépassé, sinon dépassionné, cette phase de campagne de sensibilisation. Et il va maintenant de soi de prendre conscience citoyenne pour relever les défis de l'heure. Excellence, le timing qui nous est réservé pour cette entrevue en exclusivité dans ces exercices questions-jeux, questions-réponses, combien riche en enseignement, tire presque à sa fin. Mais comme je le disais tantôt, le contenu de cette émission prévoit également la question du public. Malheureusement, nous n'avons pas encore l'élément prêt, mais je vais pouvoir vous poser directement ou indirectement la question du public, à savoir quel rôle joue la mairie de Bangui, surtout dans le cadre de la question liée à la lutte contre l'insalubrité dans la capitale. Ah, vous me posez la question sur la performance de la mairie de Bangui, que tout le monde tente de décrier par-ci par-là, qu'il s'agit d'une contre-performance, que beaucoup de choses ont été dites en ce qui concerne l'opérationnalité ou ce que le peuple, la population de Bangui attend de leur mairie. C'est un problème. Nous travaillons dans ce sens. Il y a de sérieux problèmes au niveau de la mairie, problèmes de financement, problèmes organisationnels, des problèmes liés à la performance même des responsables de la mairie de Bangui. Et nous n'avons manqué un seul instant d'attirer leur attention, en commençant par le président de la délégation de la ville de Bangui. Et nous leur avons recommandé à ce que les choses changent. Nous sommes
en cette ère de la 7e République, où chaque Centrafricain doit comprendre qu'il y a beaucoup de défis à relever, des défis de développement, et que le passé doit rester dans le passé, et que nous devons orienter notre vision vers de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire changement de comportement, changement de manière de faire, de servir l'État. Je me rappelle, j'ai souvenance du premier discours du président quand il mettait en place le gouvernement, et il nous rappelait que nous, membres du gouvernement, nous devons plutôt servir l'État, servir le peuple, que de nous enrichir nous-mêmes, chercher à faire prévaloir nos propres intérêts. Et donc c'est ça qui doit guider tout le monde. Ce n'est pas une adresse qui concerne uniquement les membres du gouvernement, mais tous les Centrafricains, chacun qui porte une responsabilité. Et la mairie de Bangui, les responsables de la mairie de Bangui doivent comprendre qu'ils sont redevables vis-à-vis de la population. Et donc nous œuvrons pour qu'il y ait une bonne gouvernance au niveau de la mairie de Bangui. Que la mairie ne continue pas à être décriée. La mairie doit participer au nettoyage, à l'assainissement de la ville de Bangui, à l'embellissement de la ville de Bangui. La ville de Bangui doit avoir les marques d'une ville, les symboles d'une ville. Et donc, une ville n'est pas considérée comme un coin reculé, un village. Une ville, c'est le pôle d'attraction de toute personne qui arrive dans un pays. Donc nous encourageons le maire de la ville de Bangui à faire de mieux en mieux, à s'engager résolument vers un changement, comme nous l'avons dit, de comportement, d'action, de vision et puis de pratiques quotidiennes en ce qui concerne l'entretien de la ville de Bangui. Monsieur le ministre, cet entretien en exclusivité avec vous, nous avons pratiquement épuisé. Et pour cela, il ne reste qu'au nom de l'équipe de la radio et de la télévision centrafricaine, par ma voix, de vous remercier, surtout de votre disponibilité à avoir répondu présent à notre invitation pour répondre aux questions de l'heure en ce qui concerne le département dont vous avez la charge pour éclairer la lanterne de vos compatriotes. Merci. Nous étions naturellement deux dans cette entrevue en exclusivité avec le membre du gouvernement. C'était Estelle Karine Mazoumoko, je suis journaliste à la direction des informations de la radio Centrafrique. Et moi-même, bienvenue Bissayo, directeur des informations de Télé Centrafrique. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous rejoindre une fois de plus dans cette tribune consacrée essentiellement au passage de membres du gouvernement, laquelle tribune offre l'opportunité à chaque membre du gouvernement de dresser le bilan à mi-parcours du 3e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son excellence professeur Faustin Conge-Touadéra en ce qui concerne exclusivement le second quinquennat. Pour cet exercice démocratique, nous avons reçu aujourd'hui dans la nouvelle édition consacrée essentiellement au passage de membres du gouvernement, le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Bruno Yapandé. La situation générale de l'administration centrafricaine au lendemain du découpage territorial, la mise en œuvre du processus de décentralisation et des services déconcentrés de l'État et les mécanismes de gestion des élections locales dont la date butoir se pointe à l'horizon ont été les principaux sujets abordés au menu de cet entretien tête-à-tête avec le membre du gouvernement. Merci à vous de nous avoir suivis. Seulement ne quittez pas car nous allons vous inviter à suivre un extrait du film documentaire qui vous permet de passer en revue les grandes réalisations physiques du président de la République, chef de l'État, depuis son accession à la magistrature suprême de l'État. Mais juste après, nous allons nous retrouver cette fois-ci pour la version en langue nationale. C'est à tout à l'heure. Notamment, une économie ouverte à la concurrence, une société plus inclusive, une qualité de vie meilleure. Ce plan ingénieux conduit à l'explosion des chantiers dans presque tous les sectoriels qui sont présentés comme suit. Sur le plan économique, on assiste à l'exécution des travaux de construction infrastructurelle dans différentes villes de la République centrafricaine. La construction de la gare routière à Bombaré, la construction du bâtiment de la finance et des hôtels de haut standing, la réhabilitation des usines électriques de Boili 1 et Boili 2,
l'installation des étangs d'eau et l'implantation des forages d'eau sur l'étendue du territoire centrafricain, l'assainissement des routes, la construction de nouveaux bâtiments R+2 et réhabilitation du lycée de Miskine, la construction des bâtiments scolaires et la construction d'une nouvelle gare routière à Ndélé. Du côté de la justice, on assiste à la décoration des acteurs judiciaires, la réhabilitation des centres pénitentiaires pour faciliter la paix en République centrafricaine. Le désarmement et la démobilisation sont nécessaires. Plusieurs citoyens centrafricains ont été désarmés et réintégrés dans la société.